après le mandat exclusif, 1000 pros de l'immobilier ont été interrogés pour comprendre la recette du 100% exclu. Étude Imopinion 2022 by Imo2. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène sous vos applaudissements Vincent Lecamus, cofondateur d'Imo2. Et évidemment, jamais l'un sans l'autre, Florent Mas, cofondateur d'Imo2. J'en ai fini avec ces deux-ci. Je vous rappelle de juste mettre votre téléphone portable en silencieux. Bonne conférence, hein, les gars? Merci à toi. 1, 2, 1, 2, ça marche? Super. Vous entendez bien? Oh, c'est notre deuxième conférence de la journée. Juste pour information, puis pour vous réveiller un peu, qui était à la conférence ce matin sur les 15 startups et les 30 conseils? Ok, super. On aime bien faire des études. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc justement, ce matin, avec Vincent, on vous a fait découvrir les 15 startups les plus prometteuses de la PropTech. Souvent, la force des startups, c'est leur esprit de hacker, de pirate. C'est cette faculté à chercher à résoudre un problème en cherchant la solution optimale pour le résoudre vite et durablement dans le temps. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a un petit peu abordé cette conférence avec Vincent. En début d'année 2002, on a interrogé, grâce à l'étude Imopinion, plus de 1000 professionnels de l'immobilier. Et pour cette conférence, on a cherché à comprendre la recette du succès des top performers, ceux qui bossent majoritairement en exclusivité. On a voulu hacker le mandat exclusif. Bienvenue dans cette nouvelle conférence Imo2. Comme le disait Florian, on avait à notre disposition une étude. En gros, sur l'année 2022, on a fait une étude, on a interrogé 1000 pros de l'immobilier, ils ont répondu à 48 questions. C'est une étude qui existe depuis 6 ans. Et donc du coup, on avait énormément de données à notre disposition. Au-delà d'en faire une étude incroyable, on voulait essayer de voir si on pouvait trouver des réponses à certaines des questions qu'on se posait. Et une des questions qu'on se pose le plus dans l'immobilier, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un professionnel qui surperforme et un professionnel qui travaille juste normalement. Et c'est ça qu'on a été creusé. Imaginez que vous avez accès à l'étude qui est la plus complète sur le marché de l'immobilier, sur les pratiques des professionnels de l'immobilier, et que vous puissiez accéder à cette data et prouver mathématiquement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de passer étape par étape sur les questions qu'on a trouvées importantes pour vous présenter la recette du succès du mandat exclusif. Mais avant de rentrer dans le détail, on va donner quelques informations sur l'étude pour que vous compreniez la qualité du travail qu'il y a derrière et ce qui a été mis en place et ce à quoi on avait accès. Ouais. Parce que la première question à se poser, c'est déjà pourquoi une étude. Ça partait d'un constat, d'une frustration qu'on a depuis plusieurs années avec Vincent. Parce que quand on fait des articles de fond sur le sujet de la PropTech, l'immobilier, sur les bonnes pratiques, pour prouver ce qu'on dit, on a besoin de data, de sources statistiques fiables. Et c'est un gros manquement qu'on avait et qu'on trouvait qu'on avait. Donc on s'est dit, on va nous-mêmes réaliser cette étude. L'idée était de voir ce qui marche pas, quelles sont les technologies utilisées par les professionnels, est-ce qu'elles sont efficaces, quels sont les canaux de communication qu'ils utilisent, comment ils se prospectent, bref, tout un tas de questions. Quand je parle d'une étude fiable, je parle d'une étude qui est indépendante, qui est neutre et avec une vraie méthode statistique. Parce qu'on ne s'est pas contenté avec Vincent d'envoyer un sondage à notre base de données, prendre un fichier Excel et faire un petit peu de statistiques. On s'est associé pour cette étude au cabinet Imopinion, fondé par Isabelle Vrillard il y a plusieurs années maintenant. Et que ce soit au niveau de la rédaction des questions, l'analyse des réponses, le traitement de la data, tout a été fait pour avoir une étude digne des plus grands cabinets d'études du marché aujourd'hui. Et notre volonté, c'est de devenir l'étude de référence pour le marché immobilier.
Je tenais quand même à remercier quelques acteurs qui sont clients de cette étude depuis plusieurs années. Des acteurs comme Se Loger, Meilleur Agent, IAD, Ouest France Immo, qui font confiance à cette étude pour piloter un peu leurs décisions stratégiques et leur budget marketing. Je voulais remercier Isabelle Vriard, la directrice de l'étude, qui a fait un travail formidable là-dessus, et François Didiot, l'ancien directeur marketing Le Bon Coin, qui après son passage chez Le Bon Coin nous a rejoint pour la gestion de projet de cette étude. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a du jus de cerveau derrière tout ça et on espère que vous allez apprécier les quelques résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et avant de commencer à vous présenter les résultats, on a quand même une petite question parce que maintenant on est devenu accro aux questions aux agents immobiliers. Dans la salle, petit sondage à main levée. Qui dans la salle a moins de 20% d'exclusivité dans son portefeuille? Moins de 20%? On va dire plus de 20% peut-être. Allez, plus de 20%. Qui a plus de 20% d'exclusivité dans son portefeuille? Plus de 20% d'exclus? Pas mal de monde. Qui a 50% d'exclus? Et qui a plus de 75% d'exclusivité dans son portefeuille? Ok, il y a quand même du monde. Ça commence à diminuer le nombre de personnes. Ouais. 100% d'exclus? On en a quelques-uns. 100%? 100%? Ouais, quelques mains. Bien joué. Bravo à vous. Vous l'aurez compris, notre conférence aujourd'hui, elle va se focaliser sur un élément essentiel qui est le mandat exclusif. En fait, on a posé 48 questions à des professionnels de l'immobilier. À partir de la question 6 ou 7, on posait une question hyper simple, c'est la question qu'on vient de vous poser. Est-ce que vous avez moins de 20% d'exclusivité? Est-ce que vous avez entre 20 et 50? Est-ce que vous avez entre 50 et 75? Ou est-ce que vous avez plus de 75% d'exclusivité? Et ça nous a permis de trier les résultats, d'isoler les résultats de ceux qui avaient plus de 75% d'exclusivité pour analyser leurs réponses par rapport au reste de la population. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui, voir la différence entre les réponses de ceux qui ont 75% et les autres. Donc ça nous amène à deux profils, ce qu'on va appeler les top performers dans cette étude, donc dans cette conférence. Donc plus de 75% d'exclusivité en portefeuille et les agents classiques ou les autres qu'on a appelés qui ont moins de 20% d'exclusivité en portefeuille. L'objectif, c'est vraiment, comme disait Vincent, de comparer la data pour essayer de trouver ce qui fait un petit peu la différence et des petits tips à vous donner. Donc je te laisse avancer, Vincent. Et la première question qu'on s'est posée, c'est sympa de parler de l'exclusivité, mais est-ce que vraiment ça conduit à la vente? Parce qu'on nous dit tout le temps, il faut penser exclusivité. Il faut aller vers le maximum d'exclusivité. Vous devez dormir, manger, exclusivité si vous voulez performer dans l'immobilier. Il faut viser le 100% exclu. Mais est-ce que c'est vrai? Coup de bol, on avait accès à une étude dont on vous a bien parlé pour pouvoir répondre à cette question. Et on allait creuser dans les chiffres pour pouvoir valider que l'exclusivité, c'était le bon axe pour valider qu'on pouvait trouver ce qui performait. Et le résultat est, oui, ça amène à de la transformation. C'est le premier résultat qu'on va vous présenter aujourd'hui. Les top performers, donc ceux qui étaient en haut de la dune tout à l'heure, qui travaillent avec plus de 75% d'exclusivité, ont 4,8 fois plus de chances de vendre que les autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais je vais quand même vous montrer le tableau. Pour information, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des slides à la fin de la conférence et vous aurez accès à tout ce qu'on vous présente. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans le détail des chiffres. Il y aura même une petite synthèse de ce qu'on dit dans l'étude pour ceux qui téléchargent. Je voulais juste vous mettre en avant un chiffre. Attends, j'ai trouvé une fonctionnalité. Ah non, il n'y a pas sur celle-là de pouvoir pointer. Le petit laser n'est pas sur, désolé. En gros, sur la première ligne, je vous invite à regarder la première ligne parce qu'elle est très intéressante. La première ligne, la question, c'est quel est le taux de conversion moyen de vos mandats en vente? Pour ceux qui ont de 90 à 100% de taux de conversion moyen, vous voyez les top performers, ils sont à 32%. Et ceux qui travaillent quasiment comme mandat simple, ils sont à 3%. C'est 10 fois moins de gens qui transforment quand ils ne travaillent pas en exclusivité. Et si on regarde exactement la même chose, mais tout en bas, à moins de 50%, eh ben on voit que c'est l'inverse. C'est 10 fois moins de personnes qui ne transforment pas quand ils travaillent en exclusivité. Donc, de par l'étude, on est capable de prouver que ceux qui rentrent des mandats exclusifs transforment leur mandat
en vente. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'exclu va permettre, puisque l'exclu va permettre de générer plus de ventes à travail égal, puisqu'avec un taux de transformation élevé, c'est ça que ça signifie, c'est qu'à travail égal, vous allez avoir à la fin du mois plus de ventes. Qui dit plus de ventes, dit plus de clients satisfaits et en augmentation, et en bout de ligne, une augmentation des parts de marché. Ce qu'on est allé voir, c'est comment évoluer justement l'exclusivité dans le temps, puisqu'on a quand même de l'historique de data là-dessus. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 5 ans, la part des professionnels ayant plus de 50% d'exclus en portefeuille a plus que triplé. Si on rentre un petit peu dans le détail des chiffres, on peut voir qu'en 2017, seulement 17% des répondants déclaraient avoir plus de 50% d'exclusivité en portefeuille. Et on constate donc une hausse régulière depuis plus de 5 ans sur l'augmentation de la part de mandats exclus. Et ça, je pense que c'est une belle réussite collective de l'industrie, c'est une belle réussite des agents immobiliers qui sont présents ici dans cette salle. C'est que je pense qu'il y a vraiment eu un déclic depuis 5 ans sur le travail exclusif, mais aussi un gros lobbying de réseaux, de formateurs, de tout un tas de choses, mais qui montre que les choses, je pense, avancent dans le bon sens à ce niveau-là. Au niveau ensuite de ce chiffre, ça montre aussi quelque chose d'assez intéressant. Ça montre qu'aujourd'hui, les clients vendeurs font plus confiance aux professionnels de l'immobilier puisqu'ils vont plus facilement lui confier une exclusivité par rapport à avant. Et c'est quand même un gage de confiance d'un vendeur de dire moi je veux travailler uniquement avec ce vendeur, plutôt cet agent plutôt qu'en mandat simple. Donc je pense que voilà, c'est une belle réussite collective, donc félicitations à vous. Et j'espère qu'on reviendra dans quelques années sur cette étude avec les chiffres 2027 par avec exemple, tout en rose. et qu'on verra plus de 80% des répondants qui sont principalement en mandat exclu. J'ajoute un point là-dessus, ça veut aussi dire que tous ceux qui travaillent essentiellement en mandat simple, vos concurrents, pour la plupart, travaillent aujourd'hui en mandat exclusif. Ça veut dire que vous êtes face à des gens qui travaillent en mandat exclusif en moyenne. Donc rentrer plus de mandats exclusifs, ça vous permettra de mieux vendre parce que votre concurrence rentre des mandats exclusifs et sécurise les gens avec qui ils travaillent. Et justement, c'est un sujet qui est assez intéressant, cette côté de sécurisation qu'amène le mandat exclusif, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est le premier conseil entre guillemets qu'on va donner, c'est tout est lié à la confiance. Aujourd'hui, j'espère qu'avec les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, ça vous a convaincu, au moins en partie, que le mandat exclusif amenait à la vente. Parce que si vous n'êtes pas convaincu vous-même, il y a très peu de chances que vous convainquiez votre équipe, mais il y a encore moins de chances que vous convainquiez votre client qui ne veut pas forcément signer une exclusivité. Mais la question à se poser, c'est est-ce que le mandat exclusif, c'est la bonne solution pour votre client? Si on reprend les chiffres qu'on vient de voir. C'est quoi l'objectif de votre client? C'est que vous vendiez son bien immobilier. Donc dans un cas, vous avez 4,8 fois plus de chances de vendre. C'est quoi qu'il faut choisir? Et ça, il faut que vous soyez convaincu de ça parce que c'est grâce à ça que vous allez rentrer de l'exclusivité et que vous allez convaincre les gens. Et en fait, l'exclusivité, une fois que vous avez compris ça, vous allez voir si vous rentrez dans un cercle vertueux. Dans un cercle vertueux qui amène de la confiance. Et ça, on l'a constaté parce qu'on a posé d'autres questions aux professionnels de l'immobilier. Alors, on ne vous les a pas toutes mises, mais pour vous donner des idées de questions, c'est qu'est-ce que vous pensez de la conjoncture actuelle? Est-ce que vous en avez peur? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a de plus en plus de concurrence dans l'immobilier, qu'il y a de plus en plus de négociateurs et que ça devient de plus en plus compliqué sur le terrain d'aller chercher des mandats? Pour l'ensemble de ces questions, les top performers étaient beaucoup plus confiants que les autres. Et en fait, le résultat qu'on en tire, c'est que quand on maîtrise les facteurs internes, on a beaucoup moins de problèmes avec les facteurs externes. La réalité, c'est que quand vous travaillez en exclusivité, vous êtes quasiment sûr de vendre. Comme vous êtes quasiment sûr de vendre, vous maîtrisez beaucoup mieux ce qui va sortir derrière. Donc vous maîtrisez beaucoup mieux votre business. Et si vous maîtrisez beaucoup mieux votre business, vous êtes beaucoup plus serein pour mettre des choses en place. Et cette sérénité, elle découle sur tout. Elle découle sur votre recrutement, elle découle sur les clients avec lesquels vous travaillez, elle découle sur les projets que vous sortez. Et surtout, vous êtes en train de créer un business qui est pérenne. Et donc l'exclusivité est la base de la confiance et de la sérénité pour travailler dans l'immobilier. Maintenant, on a beaucoup parlé de tout ça, mais on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des
des sources des mandats. Et avant de rentrer dans le détail, on a quand même de souvenir une petite question à vous poser. Et la question était... Est-ce que vous pensez que la pige immobilière est la source principale de rentrée de mandat des top performers? Ceux qui pensent que oui, levez la main. La pige immobilière. Ah ouais, ils sont pas nombreux, hein. Il y en a 0. Il y en a 0, mais vous avez raison. Clairement, sur la pige immobilière, c'est clairement, à la question qu'on a posée, c'est la pige est-elle l'une des principales sources de mandat? Les top performers utilisent clairement moins la pige pour rentrer du mandat. Je veux juste pondérer un peu ce résultat parce que ce qu'on constate dans l'étude, c'est que bien souvent les top performers ont plus d'ancienneté. Donc là, je vois déjà tous les nouveaux négociateurs qui vont aller voir le directeur en disant « Ah, tu vois, moi je vais être un top performer, je ne vais pas faire de pige. » Ce que je peux vous garantir par contre, c'est que tous les top performers qu'on a interrogés, ils s'en sont tapés de la pige. Et il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte dans les sources de mandat parce que plus on va développer son entreprise, plus on va aller sur d'autres sources de mandat et notamment une qui est clairement la source principale de mandat des top performers, c'est le bouche à oreille. Globalement, c'est le canal le plus exploité par le 3/4 des répondants de l'étude, mais avec une surperformance des top performers sur ce point, plus 11 points par rapport aux agents qui travaillent en mandat simple. En même temps, c'est assez logique, puisqu'on a vu plus haut que les top performers avaient un taux de transformation plus élevé. Au final, ils vont assurer plus de ventes, avoir plus de clients satisfaits et ils vont commencer à générer du bouche à oreille et des recommandations grâce à ces ventes qu'ils font de façon plus répétitive. La conclusion, c'est qu'au final, grâce à des taux de transformation plus élevés, les top performers arrivent à créer un cercle vertueux et on va le voir dans les autres slides. Ce cercle vertueux, en plus, il va être amplifié par d'autres canaux. Et justement, on s'est aussi penché sur la deuxième source la plus citée pour rentrer du mandat, qui va être cette fois-ci les anciens clients. 2/3 des top performers l'utilisent alors que moins de la moitié des agents immobiliers qui bossent en mandat exclusif, en mandat simple, utilisent le réseau des anciens clients. Et là, il y a vraiment une forte différence d'écart entre ces deux. Souvent, moi, j'entends parler des professionnels de l'immobilier qui me disent que la fidélisation client n'existe pas dans l'immobilier. Ça, je pense, c'est la phrase que j'ai le plus entendue depuis 12 ans qu'on est là avec Vincent. Bah là, les chiffres montrent tout à fait autre chose, montrent qu'au contraire, la fidélisation existe dans l'immobilier et c'est un facteur clé de réussite des professionnels dans le temps. Point, débat terminé. Alors ok, si on parle de fidélisation, d'actes répétitifs comme quand on fait de l'achat en ligne, c'est clair que c'est différent. Les cycles sont beaucoup plus longs, mais si on vise un objectif de performance dans le temps, les anciens clients sont vraiment le facteur clé de réussite et on le voit bien là entre les deux types de profils. 19 points d'écart au niveau statistique, c'est assez énorme, donc il y a un vrai levier là-dessus. Et je pense tout simplement qu'aussi, peut-être que quand on bosse en mandat simple, on est moins dans une logique de fidélisation client. Du coup, on ne rappelle pas ses anciens clients aussi. Il y a aussi cette logique. C'est clairement une question d'état d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles de bouche à oreille et d'anciens clients, il y a quand même un outil qui a un peu changé le relationnel avec son réseau, c'est les réseaux sociaux. C'est dedans, c'est la création du réseau et c'est les réseaux sociaux. Et on a vu vraiment des chiffres très intéressants côté réseaux sociaux, donc on va aussi aller creuser cette partie. Déjà, la première chose qu'on a vue côté réseaux sociaux, c'est que par rapport aux années précédentes, on voit une grosse évolution de l'utilisation des réseaux sociaux. Depuis 2007, il y a eu 31 points supplémentaires sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais le vrai sujet, c'est que c'est passé comme le support online le plus utilisé par les professionnels. 98% des professionnels utilisent du coup maintenant les réseaux sociaux sur 2022. C'est le support numéro 1 au même titre que les portails immobiliers, dont on dit qu'ils sont indispensables et qu'on ne peut pas s'en passer. Les réseaux sociaux, c'est devenu plus ou moins la même chose. Et même si on regarde une différence entre les top performers et les autres, on se rend compte que
vu que tout le monde les utilise, la différence ne peut pas être énorme, mais il y a quand même une différence du côté des top performers, et on va revenir justement sur ces chiffres-là. Là, la différence, elle est assez faible, elle est de 6 points, mais c'est déjà quelque chose. Et surtout, la question, elle est posée sur est-ce que vous allez faire un plus grand usage des réseaux sociaux à l'avenir? Si vous faites un plus grand usage cette année de 6%, puis l'année prochaine de 6%, puis l'année prochaine de 6%, au bout d'un moment, ça fait un vrai écart à la différence sur l'utilisation qu'on peut avoir des réseaux sociaux. On a été justement derrière demander à tout le monde quels sont les réseaux sociaux qu'ils utilisaient. Je vais faire une petite pause et je veux bien que vous me disiez tous, à haute voix, là, les réseaux sociaux que vous utilisez. Qu'est-ce que vous utilisez comme réseaux sociaux aujourd'hui? Vous êtes sur quels réseaux sociaux? J'entends Facebook, Instagram, Insta, LinkedIn. LinkedIn, beaucoup aussi. TikTok, il y en a qui sont sur TikTok aujourd'hui, levez la main. Ouais, quelques-uns. Il y en a plus que ceux qui croyaient en la pige. Ok, bah, je vais vous montrer les résultats. Les 4 réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, il y a les 3 que vous avez cités, Facebook, Instagram et LinkedIn, bien évidemment. Et dans un autre style de réseau, Google My Business, qui fait aussi partie des outils les plus utilisés. On n'est pas surpris par ces résultats-là. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, bon déjà ça prouve toujours des choses, mais si on regarde dans le détail, il y a la barre qui est jaune. Alors certains me disaient que ça sortait en orange, donc selon quelle couleur vous voyez, jaune et orange, vous voyez que c'est la barre qui représente les pages de profil et les pages de marque. Et en fait, ça, on a trouvé ça intéressant parce que ce qu'on rabâche dans les formations de réseaux sociaux, c'est d'utiliser ses profils personnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il y a une surreprésentation de gens qui utilisent aussi la page de profil et de marque. Ça nous a intéressés, on s'est dit on va quand même aller creuser ce sujet de page de profil et de marque et voir s'il y a une différence côté top performer vs les autres. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a une différence et c'est des différences qui sont marquées. Il y a 13 points de différence sur Facebook, qui est le réseau social le plus utilisé, 17 points de différence sur Instagram et quasiment 20 points de différence sur Google My Business. Et donc, c'est intéressant parce que moi, si on m'avait posé la question avant que je regarde cette étude-là, ce n'est pas forcément ce que je vous aurais dit, mais aujourd'hui, je vous le dis, de par l'étude, c'est prouvé. Utilisez une page de marque en plus de vos profils personnels parce que, et la théorie que j'ai derrière tout ça, c'est que le profil personnel, c'est l'être humain, celui avec lequel on va travailler, celui qu'on a envie de connaître, celui avec qui on va potentiellement, peut-être pas sympathiser, mais ça peut arriver jusque-là. Mais l'idée, c'est que vous allez parler d'humain à humain. Mais la marque, elle rassure et elle permet de transformer. Donc mon conseil, c'est bon, déjà de créer une page de marque sur Google My Business. Je pense que là, il n'y a plus de sujet. Il faut vraiment le faire. Tout le monde est dessus, puis ça ressort très bien dans les résultats Google. Mais si vous êtes sur Facebook et ou sur Instagram, créez aussi votre page de marque. Faites-la vivre un tout petit peu avec du contenu qui va positionner la marque comme quelque chose de rassurant, qui va permettre de créer de la confiance vis-à-vis du client au moment où il va vouloir passer le pas de travailler avec vous. Là, on a fait un petit peu la base des réseaux sociaux, mais la question qu'on se pose, Florian, c'est est-ce qu'on est capable de rentrer les mandats grâce aux réseaux sociaux? Ouais, ça va être un peu l'autre sujet qu'on a creusé, parce qu'au final, avec 98%, le sujet des réseaux sociaux est plus vraiment un sujet. Il est assez loin, le temps est... Enfin, non, en vrai, pas si loin, mais il y a, pour vous dire, il y a 5 ans, quand on venait au Rent, qu'on évangélisait les réseaux sociaux, je pense qu'il y avait la moitié de la salle qui partait en disant « Ouais, ils sont sympas les gars, mais Instagram, les stories, tout ça, j'y crois pas trop. » Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet. Et ça fait pas si longtemps que ça, donc je pense que ça, faut le garder en mémoire. Ce qu'on a cherché à comprendre, c'était quel média était efficace pour rentrer du mandat, et notamment savoir si les réseaux sociaux étaient un outil efficace pour rentrer du mandat. Et la réponse là-dessus, je te laisse avancer. Déjà, la première surprise pour nous, c'est qu'en pole position, le média le plus efficace pour collecter du mandat, c'est les actions locales qui sont citées, panneaux, prospectus. Ça montre quelque chose. Ça montre que quand on parle de collecter du mandat, les classiques restent quand même ultra efficaces. Tout le monde annonce la mort du flyer, tout le monde annonce la mort du panneau. On vous vend des solutions tout en digital, arrêtez de boiter compagnie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les actions locales ressortent en tête quand on parle de collecter du mandat.
et c'est deux gars à fond dans le digital qui vous disent ça. Par contre, les réseaux sociaux se sont clairement positionnés au fil des années à la tête du classement, puisque c'est aujourd'hui la deuxième source la plus efficace pour collecter du mandat là-dessus. C'est une belle performance pour les professionnels de l'immobilier. Ça montre surtout une chose, ça montre que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une vitrine pour afficher vos horaires, pour diffuser vos annonces immobilières. C'est vraiment une vitrine pour faire du business, pour aller chercher du mandat. Et c'est le point intéressant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans le classement, au final, les portails d'estimation de prix se retrouvent assez en bas du classement quand il s'agit de collecter du mandat, ce qui est une bonne surprise. Et aussi la vitrine qui est assez bas dans le classement, qui montre qu'aujourd'hui, la vitrine est principalement utilisée pour afficher des annonces immobilières. On a tous cette image. Et qu'il y a peut-être des choses aussi à modifier au niveau de la vitrine pour en faire une source de collecte de mandat en changeant un petit peu vos stratégies, parce que c'est quand même une zone de passage intéressante. Maintenant, si on focalise sur les top performances, les top performers, si on fait un zoom sur eux, ce qu'on constate, c'est que les réseaux sociaux, même pour eux aussi, c'est les actions locales qui restent en tête, mais de très proche, c'est les réseaux sociaux qui sont de plus en plus cités comme source principale pour collecter du mandat. Et si on compare aux autres qui bossent en mandat simple, là, il y a deux mondes, vraiment. Il y a les top performers qui ont réussi à faire des réseaux sociaux une source puissante de collecte de mandats. Et les autres agents immobiliers, qui, comme on le voit là, il y a 24 points différents sur une étude statistique, c'est énorme. Eux, ils se contentent de diffuser leurs annonces immobilières tranquillement, là, de façon un petit peu automatique, ce que tout le monde vous recommande de ne pas faire. Donc là, il y a deux cas d'usage vraiment différents. Si aujourd'hui, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux pour collecter du mandat, vous avez un énorme levier à votre disposition pour changer de stratégie et vous adresser aux vendeurs. Arrêtez de penser que les réseaux sociaux sont là pour toucher l'acheteur. Concentrez-vous sur le vendeur, parce que les top performers font vraiment la différence sur les réseaux sociaux et la collecte de mandat de cette manière. Si je dois un peu résumer cette partie, ce qu'on constate, c'est que le combo gagnant des top performers, c'est d'un côté les sources de mandat préférées, c'est le bouche à oreille, les anciens clients, et de l'autre les médias préférés pour collecter du mandat, actions locales, réseaux sociaux. Et ça amène à quelque chose d'assez intéressant qu'on va évoquer, mais c'est la création d'un réseau d'ambassadeurs puissants avec le temps. Et je laisse Vince nous en dire plus là-dessus. Alors la question qu'on va se poser derrière, c'est comment on crée un réseau puissant d'ambassadeurs. C'est ça le sujet au final. Tout nous amène à dire il faut que vous créiez un réseau puissant d'ambassadeurs. Donc on a une chance dans cette étude, c'est qu'on a posé la question quasiment comme ça aux gens qu'on a interrogés, aux 1000 professionnels de l'immobilier qu'on a interrogés. On leur a demandé comment vous développez et entretenez votre réseau. C'est quoi les outils que vous utilisez pour développer et entretenir votre réseau? Et au final, le résultat est encore le même. Les réseaux sociaux sont passés en première position. Donc, il y a un vrai sujet autour des réseaux sociaux. Et après, en troisième, quatrième, deuxième, troisième et quatrième position, il y a le rappel des anciens clients, l'implication dans la vie locale et la collecte d'avis clients. On a été justement creusé sur ces sujets-là un petit peu plus pour voir s'il y avait une différence entre les top performers et les autres. Et là, il y a des sujets intéressants. Le premier, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a 11 points de différence. Donc là, maintenant, on a fini la partie sur les réseaux sociaux. Vous en avez beaucoup entendu parler. Il y avait 6 points de différence sur l'utilisation des réseaux sociaux. 11 points de différence pour entretenir et développer le réseau. Donc ça veut dire que les top performers ont mieux compris à quoi servent les réseaux sociaux. Pardon, il manquait un bout à mon mot. À quoi servent les réseaux sociaux? Ils ont mieux compris que ça servait à développer et entretenir le réseau qui va amener du business. Et les top performers ont encore mieux compris une chose dont Florian vous a parlé tout à l'heure, à 24 points de différence, c'est pour créer du business et rentrer du mandat. Et en fait, la grosse différence entre les top performers et les autres sur la partie réseaux sociaux, c'est que les top performers ont compris pourquoi ils l'utilisent. Et à partir du moment où on l'utilise pour la bonne chose, on ne raconte pas les mêmes choses sur les réseaux sociaux et ça devient efficace. Ensuite, on voit deux autres éléments qui sont très importants. Je vais me focaliser sur les plus de 20 points de différence. Parce que 20 points de différence, c'est énorme dans une étude statistique. C'est le rappel des anciens clients et la collecte des avis clients. Et à mon sens,
à cet endroit-là, il s'agit seulement d'une seule chose, c'est une différence de rigueur. Tout le monde sait que rappeler ses anciens clients, il y a des chances que ça débouche sur un mandat potentiel. Tout le monde est au courant. Les négociateurs, ils l'entendent depuis le début. Par contre, au moment de le faire, il y a ceux qui le font, qui passent dans la case top performer et que vous voyez tout en haut de la dune quand on fait la présentation, et ceux qui ne le font pas. Et 2 ans plus tard, ça fait une différence qui est totalement folle. Ça me rappelle une anecdote quand quand on a écrit ensemble la présentation. J'avais cette partie-là et ça m'a rappelé une anecdote où je posais une question à un top performer d'un grand réseau et je lui demandais mais c'est quoi tes outils justement pour créer de la recommandation avec tes anciens clients? Et il m'a dit aujourd'hui je pourrais te parler de plein d'outils géniaux, mais la réalité c'est que moi j'ai commencé avec un téléphone et j'avais rien d'autre que ça. J'appelais mes clients. Je rappelais mes anciens clients avec juste mon téléphone. Dès que j'avais fini une conversation, je mettais dans mon téléphone, sur la fiche des clients, des notes sur la conversation qu'on venait d'avoir. Et je faisais que alimenter ça à chacune des conversations. Est-ce qu'il aime le ski? Combien il a d'enfants? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bref, un vrai suivi de son client directement dans le téléphone. Il n'y avait pas besoin de grand-chose de plus que ça. Et après, il se mettait un rappel. Le rappeler dans 1 semaine si on est sur un projet chaud, le rappeler dans 1 mois, le rappeler dans 3 mois. Et il travaillait que avec ça. Première année, il fait 80 000. Deuxième année, il fait 200 000. Troisième année, il se positionne dans le top 10 de son réseau. Et après, il n'en a jamais décollé. Après, il a mis des outils un peu fous en place. Mais pendant 3 ans, il n'utilisait que ça. Il s'est fait un micro CRM avec 0 outil. La seule chose qui faisait la différence, c'était la rigueur. Il s'est obligé à rappeler ses clients et ses anciens clients pour pouvoir générer de la recommandation et du business. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la collecte d'avis clients, on est un peu sur le même sujet. Sur un sujet de rigueur. Déjà, ce n'est pas forcément agréable de demander à un client avec qui on vient de travailler « Tu peux me laisser un avis client d'ailleurs, s'il te plaît ?» Les honoraires, ils ne sont pas encore payés. Enfin, on n'est pas dans un moment hyper simple. Mais si on l'a demandé une fois, ce n'est pas sûr qu'il y ait l'avis client. Il faut peut-être leur demander une deuxième fois. Et là, ça commence à devenir compliqué. Sauf que si on prend un exemple simple, un agent immobilier qui fait 15 ventes par an. Avec 2 personnes sur une vente, ça fait 30 personnes. Sur 2 ans, ça fait 60 personnes. Donc sur 2 ans, il y a un potentiel de 60 avis clients de différence. Imaginons que vous ne les ayez pas tous, ce serait illogique, vous en avez 45. À votre avis, au bout de 2 ans, je vais travailler avec quelle agence immobilière? Celle qui a 45 avis clients ou celle qui a 2 avis clients? Le vrai sujet, c'est qu'en mettant de la rigueur sur la collecte de vos avis clients, vous allez créer des barrières à l'entrée qui seront pérennes dans le temps, parce que n'importe quelle personne qui arrive aujourd'hui, elle arrive avec 0 avis client. Donc c'est en mettant de la rigueur là-dessus, vous allez créer la différence au fur et à mesure du temps et un avis client positif, une somme d'avis clients positifs, c'est de la fluidification pour entrer du mandat et de la fluidification pour entrer du mandat exclusif. En parlant d'avis client, un autre sujet qu'on a traité dans l'outil, dans l'étude, c'était la boîte à outils des top performers. Donc on s'est vraiment penché sur les services qu'ils utilisaient pour voir un peu s'il y avait des différences d'utilisation au niveau des outils et des services. Donc déjà, avant de segmenter sur les top performers, je vais vous donner le podium des services par les 1000 répondants de l'étude. Vince, tu peux avancer. Donc, au niveau des services, on a posé la question sous 2 angles. L'angle à la fois de quels services vous paraissent indispensables ou importants en tant que professionnel de l'immobilier et quels services vous utilisez. Au niveau des top 3 des services jugés indispensables ou importants, les avis clients ressortent à 90%. C'est vraiment le service le plus plébiscité par l'ensemble des répondants. Donc je vois les prestataires de services, là, ImmoAdvisor, Opinion System et consorts se frotter les mains, mais c'est vraiment ça ce qui ressort de l'étude. L'autre service qui est jugé indispensable ou important par les professionnels de l'immobilier, c'est la photographie professionnelle, donc pas trop de surprises. Et en 3e place, la visite virtuelle, qui là est un peu une surprise, nous, qu'on a eue, qu'on ne voyait pas forcément en 3e position sur le podium. Mais 71% des répondants de l'étude l'ont jugé indispensable ou important dans leur métier. Maintenant, si on segmente la data et qu'on se concentre un petit peu sur les top performers pour voir quels services ils proposent, on a des résultats intéressants. Encore une fois, les avis clients sont beaucoup plus utilisés par les top performers. Là, on a 19 points de différence là-dessus.
En même temps, ça paraît logique puisqu'on a vu que les top performers travaillaient beaucoup avec le bouche à oreille, travaillaient beaucoup avec les anciens clients. Donc les avis clients sont juste la suite logique pour mettre tout ça en forme et créer l'effet boule de neige. Les top performers ont aussi beaucoup plus tendance à utiliser la photo professionnelle. Là, il y a quand même 21 points d'écart qui montrent que quand on travaille en exclusivité, la photo professionnelle est indispensable. Et vu qu'ils travaillent beaucoup en exclusivité, ils font beaucoup plus de photos professionnelles. Et c'est une vraie différenciation dans la prise de mandat. Donc je pense que ça, c'est pareil, un sujet, il n'y a plus de débat là-dessus. Autre apprentissage intéressant, c'est au niveau de la visite virtuelle et du home staging. Donc on a quand même 19 points et 26 points de différence. Là, ça montre une chose, ça montre que les top performers qui bossent en exclusivité, ils savent adapter leur offre de service en fonction de la typologie du client. Ça veut dire qu'ils vont savoir piocher dans le bon service pour valoriser la bonne typologie de biens, là où les professionnels plus classiques vont avoir une offre de service qui est tout le temps la même, qui est tout le temps identique, peu importe la typologie du client. Donc ça montre qu'il y a une adaptation de la stratégie des top performers, ce qui leur permet aussi d'aller chercher plus de performance. De façon globale, ce qui ressort de l'étude aussi, c'est que les top performers ont tendance à utiliser plus d'outils que la moyenne. Donc ils testent des choses, ils testent des outils, c'est vraiment des early adopters des différentes solutions du marché et ils essaient de confronter ces solutions à la clientèle pour voir si ça leur permet d'être plus performants. Au niveau des autres services interrogés, tout de même la partie vidéo live, plan 3D, home staging, même s'ils sont plus bas dans le tableau, c'est quand même un top performer sur 3 en moyenne qui vont solliciter ce genre de service. Donc c'est quand même des services qui sont vraiment utilisés. Tu peux passer maintenant. Donc en gros, si on doit un petit peu synthétiser tout ça, concrètement, le mandat exclusif, c'est 4,1 fois plus de chances d'avoir un taux de transformation élevé. C'est surtout des professionnels qui sont plus confiants, qui sont plus sereins. L'exclusivité, elle apporte de la confiance. On parle souvent, et c'est un mot un petit peu à la mode de mindset. Tout le monde veut des formations de mindset, ce genre de choses. Au final, le bon moyen de se mettre dans un bon mindset, c'est d'avoir beaucoup d'exclusivité en portefeuille parce qu'on est beaucoup plus serein face à la conjoncture et face à notre performance. Un autre point, et ça c'est un peu ce que je disais, l'un des succès, c'est qu'en 5 ans, on voit que la part des mandats exclusivité a fortement augmenté. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez moins de 50% d'exclusivité, c'est peut-être que vous avez pris un petit peu de retard par rapport à la moyenne de la profession. Donc c'est peut-être qu'il y a des choses à retravailler. Donc ça, anticipez-le, sauf si votre stratégie c'est de bosser en mandat simple, ça peut être aussi une stratégie. Mais si vous avez moins de 50% d'exclus, pardon ? Je disais, je ne sais pas ce qu'ils font dans la salle du coup. Mais voilà, pensez à analyser votre portefeuille d'exclus et à aussi en tirer des conclusions et à vous comparer par rapport à la moyenne. Et pour rentrer des mandats exclusifs, les top performers, ils se démarquent sur 3 choses essentielles, mais qui sont ultra complémentaires. La première chose, c'est qu'ils bossent essentiellement sur l'humain, le bouche à oreille, les anciens clients. Alors évidemment, il faut peut-être de la piche pour amorcer, mais une fois que c'est amorcé, on bosse sur le bouche à oreille et sur les anciens clients. Et on vient mettre par-dessus une couche d'exploitation de réseaux sociaux. Et je ne dirais pas exploitation massive de réseaux sociaux, je dirais exploitation comprise des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils l'utilisent. Ils savent que c'est une caisse de résonance et que l'objectif final, c'est de rentrer du mandat. Entretenir et développer son réseau, rentrer du mandat. Et en fait, ces 2 éléments-là, bien maîtrisés, ça crée un puissant réseau d'ambassadeurs. Et en fait, l'objectif, il est juste là. C'est de créer son réseau d'ambassadeurs pour derrière avoir une barrière à l'entrée et pour pouvoir bosser de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus sereine, comme le disait Florian. Et ensuite, dernier point, sur les services qui sont jugés indispensables, les avis clients sont devenus vraiment un sujet de différenciation et sur lequel il faut aller pour pouvoir rentrer du mandat exclusif. Et enfin, la photo pro qu'on rabâche depuis des années et des années et des années commence à être un service qui est beaucoup utilisé et beaucoup plus par les gens qui rentrent du mandat exclusif. Donc c'est une bonne chose là-dessus. Et la visite virtuelle aussi un différenciateur. Mais surtout, le vrai sujet, c'est que c'est des gens qui sont les top performers, c'est des James Bond de l'immobilier. Ils ont un endroit, une armoire dans lequel ils ont tous les services et ils peuvent proposer le bon service à leurs clients.
Pour conclure, au final, je sais qu'une de nos frustrations avec Vincent quand on a rédigé cette conférence, c'est qu'au final, les constats qu'on a faits et les conseils qu'on donne, c'est des conseils qu'on donne depuis 10 ans, à chaque fois qu'on vient au Rent. Mais ce qui était important de souligner pour nous, c'est que là, grâce à cette étude, on a de la data aussi pour prouver les faits. Et ça, c'est important parce que d'avoir des ressentis, d'utiliser l'étude australienne et le chiffre qu'on rabâche depuis 10 ans sur tous les blogs, ça suffisait pas, il fallait avoir de la data en France. Et souvent, quand on vient dans ce genre de conférence, on s'attend à entendre des choses un petit peu révolutionnaires. On veut parler de métaverse, de tokenisation, de NFT. Bref, on va laisser ça aux agences de papa. Nous, ce qu'on voulait, c'était pour la petite pique, ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'au final, c'est les basiques qui marchent, c'est construire un réseau d'ambassadeurs, c'est construire des relations, c'est créer de la confiance avec les clients. Et notre conseil ultime avec Vincent, ça va être d'arrêter de chercher la formule magique, d'arrêter de chercher l'outil ou le service magique qui va faire le travail à votre place, d'arrêter d'embaucher un coach pensant qu'il va faire le travail à votre place sur le terrain. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de raccourci vers le succès, il y a des basiques qui marchent. Construire son réseau, tout le monde est capable de le faire. N'importe quel négociateur débutant qui rentre à l'agence, il est capable de construire son réseau, de le bâtir au fur et à mesure et de se créer un business périn dans le temps. Et c'est surtout que ça va être ça le gros point, c'est que ça prend du temps en fait. Mais qu'une fois construit, ce réseau, il va être puissant, il va être durable. Ça va devenir un peu une forteresse imprenable. Et comme on dit souvent, Rome ne s'est pas construite en un jour. Merci à vous. Pour tous ceux qui veulent récupérer les slides, il y a aussi une synthèse gratuite de l'étude qui fait 25 pages. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez flasher le QR code. Et j'ai une dernière information à vous donner pendant que je peux vous garder, que vous flashez le QR code. Le bar Imo 2 va ouvrir d'ici 1h30. Si vous voulez venir boire un verre avec nous, vous êtes tous les bienvenus. Merci à vous. Merci à vous.